subtil et qualitatif comme Baudelaire. Mais bon, Victor Hugo, c'est la gauche française, c'est le consensus droit de l'homiste dans toute sa splendeur. Donc là, je vais vous lire une petite chanson de Victor Hugo. C'est une chanson. Alors, courtisan, attablé dans la splendide orgie, la bouche par le rire et la soif élargie, vous célébrez César très bon, très grand, très pur, vous buvez apostat à tout ce qu'on révère, le chypre à pleine coupe et la honte à pleines lèvres, mangez, moi je préfère vérité ton pain dur, boursier qui tond le peuple, usurier qui le triche, gai soupeur de chevet, ventru, coquin et riche, ami de foule de le juif et de Maupas le grec, laissez le pauvre en pleurs sous la porte cochère, engraissez-vous, vivez et faites bonne chère, mangez, moi je préfère probité ton pain sec. Voilà. Donc on a toujours effectivement cette éternelle diffamation infondée du juif usurier, du juif fauteur de guerre, du juif traître à la nation qui l'accueille. Évidemment, propos totalement délirants, mais partagés quand même par l'immense majorité des penseurs, des poètes et des hommes politiques depuis les Égyptiens jusqu'à 1945. Voilà. Le monde est fou. Donc après nous allons enchaîner sur Blaise Cendrars, écrivain suisse de culture française, un peu comme moi, né en 1887 et mort en 61, un héros de la guerre de 14, membre du petit peuple, écrivain de talent, très apprécié à gauche, anticolonialiste, enfin vraiment un type inattaquable. Et là je vais vous lire un extrait d'un de ses plus grands romans de 1926 qui s'appelle Moravagine. Très grand succès de Libéry à l'époque. Donc là, c'est pour vous aussi vous situer le climat des années 30 et pourquoi il a vraiment fallu que Hitler soit le problème et que nous fassions tous la guerre à Hitler, effectivement, qui avait un projet pas très sympathique pour nous, pour effectivement produire une réconciliation nationale contre cet islamiste de l'époque, parce qu'effectivement, le climat des années 30 était quand même pas très favorable à une certaine communauté dominante, à qui on reprochait pas mal de choses à l'époque. Voilà. Donc Blaise Cendrars, Moravagine, 1926. Alors là, c'est pour vous dire, voilà, je lis. Macha était masochiste et en tant que juive, elle l'était doublement. Car y a-t-il eu un peuple au monde plus profondément masochiste qu'Israël? Israël s'était donné un dieu d'orgueil à la seule fin de le bafouer. Israël avait accepté une loi rigide à la seule fin de la transgresser. Et toute l'histoire d'Israël est l'histoire de cet outrage et de cette transgression. On voit le peuple élu trahir et vendre son Dieu, puis marchander la loi. Et l'on entend les menaces et les malédictions tomber du ciel, les coups pleuvent, les calamités s'abattent. Israël souffre, pleure, gémit, se plaint en exil et se lamente en captivité. Oh, quel amour! La main du Seigneur s'appesantit sur lui et l'écrase. Israël se contorsionne, Israël verse des larmes de sang. Mais Israël jouit de sa bassesse et se délègue de son avilissement. Quelle volupté et quel orgueil! Être le peuple maudit, être le peuple frappé jusque dans sa dernière génération, être le peuple dispersé par les verges mêmes du Seigneur Dieu et avoir le droit de se plaindre à haute voix, de se chercher chicane et de crier son infamie, et avoir la mission de souffrir, d'adorer son mal, de le cultiver et de contaminer secrètement les peuples étrangers. Cette perversité et ce raffinement de toute une nation expliquent la grande diffusion des Juifs et leur étrange fortune dans le monde, bien que leur action soit partout délétère. Les Juifs seuls ont atteint cet extrême déclassement social auquel tendent aujourd'hui toutes les sociétés civilisées et qui n'est que le développement logique des principes masochistes de leur vie morale. Tout le mouvement révolutionnaire moderne est entre les mains des Juifs. C'est un mouvement masochiste juif, un mouvement désespéré, sans autre issue que la destruction et la mort, car telle est la loi du Dieu de vengeance, du Dieu de Kourou, de Jéhovah le masochiste. Alors ça, vous voyez, c'est Moravagine 1926, Blaise Cendrars, vous voyez, qui n'est pas un auteur d'extrême droite. Et c'est le climat des années 30, vous voyez, hein. C'est pour ça qu'il a fallu que l'islamisme radical hitlérien vienne pour faire l'union sacrée, pour éviter que finalement certains responsables de certains problèmes se retrouvent face à leurs responsabilités, face à un peuple légitimement en colère. Voilà. Alors là, je veux maintenant passer à un autre auteur, qui est Georges Bernanos, grand auteur catholique, dont je rappelle que l'adaptation d'un de ses romans, qui est Sous le soleil de Satan, a eu la Palme d'Or à Cannes, grâce à la mise en scène du très bon réalisateur français Maurice Pialat.
grand admirateur de Céline lui aussi. Donc là, et c'est pour vous dire aussi que c'est écrit dans La Grande Peur des Bien-Pensants, publié chez Grasset en 1931. Voilà, donc c'est faut que vous voyez le climat des années 30, que ce soit des mecs de gauche, de droite, catholiques, plutôt libertaires. Il y avait un climat global des années 30 que comment dirais-je, explique très bien un très bon sociologue israélien qui s'appelle Simon Epstein. Voilà, il faut lire les livres de Simon Epstein pour comprendre ce climat des années 30 qu'on nous cache aujourd'hui, qui explique Déa, Doriot, voilà, qui explique des tas de choses. Donc je vais vous lire Georges Bernanos, c'est un peu long. La conquête juive, un petit nombre d'étrangers, d'une activité convulsive, tenus des siècles à l'écart de la vie nationale, jetés brusquement dans une société au cadre rompu, appauvri par la guerre, s'emparent comme à l'improviste des sources mêmes de l'argent, puis organisent aussitôt leur conquête, patiemment, silencieusement, avec un sens merveilleux de l'homme moderne, de ses préjugés, de ses tares, de ses immenses et débiles espoirs. Devenus maîtres de l'or, ils s'assurent bientôt qu'en pleine démocratie égalitaire, ils peuvent être du même coup maîtres de l'opinion, c'est-à-dire des mœurs. À la bourgeoisie libérale que la vanité rend féroce, ils effaceraient volontiers d'un trait toute l'histoire de France pour rien, pour le simple plaisir de venger les vieilles rancunes des grosses bedaines opulentes du tiers-état. Les Juifs donnent des chefs, s'imposent par leurs vices mêmes qui les ont perdus tant de fois jadis, la frénésie de paraître, l'impudence, la cruauté du satrape. Dès la moitié du XXe siècle, aux premières places de l'administration, de la banque, de la magistrature, des chemins de fer ou des mines, partout enfin l'héritier du grand bourgeois, le polytechnicien à binocle, s'habitue à trouver ces bons hommes étranges qui parlent avec leurs mains comme des singes, traînent nonchalamment sur les colonnes de chiffres et les cotes un regard de biche en amour auquel pourtant rien n'échappe, si différent du papa bonnetier ou notaire, et comme tombés d'une autre planète avec leurs poils noirs, les traits ciselés par l'angoisse millénaire, le prurit sauvage d'une moelle usée depuis le règne de Salomon, prodigué dans tous les lits de l'impudique Asie. Aux fils d'avares, élevés dans le mépris du passé, l'indifférence profonde de la tradition de leur propre race, les maîtres étrangers apportent une mystique nouvelle, admirablement accordée à celle du progrès, au moderne messianisme qui n'attend que de l'homme la révélation du Dieu futur. Dans ce paradis d'ingénieurs, nus et lisses comme un laboratoire, l'imagination juive était seule capable de faire jaillir ces fleurs monstrueuses, carnassières, sur lesquelles se roulait si comiquement le vieux Renan rose et dodu, toutes griffes dehors avec un grognement de terreur et de plaisir, tel un gros chat ivre de Valériane. Mais les temps héroïques de la conquête juive, dont Drummond s'est fait l'historien, sont à présent révolus. L'investissement de la monarchie de Juillet, du Second Empire, le long patriarcat des Rothschild, la presse à l'encan, l'assaut donné au boulevard, au Grand Cercle, au Faubourg Saint-Honoré, le fanion du baron Hirsch sur la redoute du Jockey Club, la curée du titre et des blasons, puis ces grandes orgies rituelles où la race prophétique augurale rejette tous ses gains sur le tapis, court de nouveau sa chance, qui tout double, dans un véritable spasme collectif. Panama, l'affaire Dreyfus, pas l'image des ventrées futures, Bela Kun en Hongrie, Bronstein, dit Trotsky à Moscou. Cette guerre-là n'était encore qu'un jeu d'enfant. On verra bien autre chose lorsque la minuscule bête juive ayant fini de mâcher le bulbe du géant américain, le monstre inconscient se jettera sur le colosse russe, également vidé de sa cervelle. La Grande Peur des Bien-Pensants, Grasset, 1931. C'est publié par Grasset à l'époque. Je vous rappelle que c'est la maison d'édition dont a pris le contrôle Bernard-Henri Lévy aujourd'hui. Je pense que rien que pour ça déjà, il devrait se débattre et demander sa disparition, sa mise au banc et au pilori. Voilà. C'est un texte particulièrement antisémite qui dit la même chose d'une autre manière que le texte que je vous ai lu avant de Blaise Cendrars, alors que ces gens-là n'ont rien à voir l'un l'autre, à part être issus de la petite bourgeoisie et du petit peuple et d'avoir eu un destin d'écrivain aventurier assez désargenté. Ce sont des gens qui ne se sont visiblement jamais vendus comme certains se sont vendus à l'argent, et qui disent à peu près, ce qui est assez angoissant, la même chose. Voilà. Et la même chose qui résonne à nos oreilles comme quelque chose d'assez contemporain et d'assez récurrent. C'est ça qui est assez inquiétant. Alors maintenant, je vais aller encore un cran au-dessus, en vous citant Marcel Jouandeau, écrivain catholique et homosexuel revendiqué. Donc là, c'est pour les gays, n'est-ce pas ? Et qui a publié en 1936, c'est-à-dire un an avant Bagatelle pour un massacre, un livre au titre éloquent qui s'appelle Le péril juif. Voilà. Alors, le bouquin circule sur Internet. Et alors, j'ai regardé sur Wikipédia, on prétend que c'est un accident dans sa vie d'écrivain, mais qu'il s'est repenti et que c'était un dérapage sans conséquence. C'est évidemment un mensonge, puisqu'il a ajouté
avant de mourir, il est mort en 1979, un addendum, je crois qu'il a appelé Ultima Verba, pour bien dire effectivement ce que je vais vous lire. J'ai bien recommandé de ne diffuser cet Ultima Verba que longtemps après ma mort. Dans mon petit cimetière, je suis maintenant à l'abri de la loi Marchando, de la LICA, qui est devenue depuis la LICRA, et des tueurs des services secrets israéliens. Mais vous, Français d'aujourd'hui, vos jours sont comptés. Ces jours français s'amenuisent constamment. Bientôt ce pays qui est le mien, qui fut le vôtre, entrera dans le club du tiers-monde. C'est une question de temps, c'est une question de juifs ou pas. Pensez à vous défendre par tous les moyens contre ceux qui œuvrent à vous détruire par leur racisme exagéré, leur rêve démoniaque de domination mondiale, et surtout, n'oubliez jamais que leur puissance n'existe que par notre bassesse et notre lâcheté. Alors ça, c'est l'addendum appelé Ultima Verba au livre de Marcel Jouhandeau qui s'appelle Le Péril juif, et qui est un peu le bagatelle pour un massacre de Jouhandeau, et qu'il a demandé qu'on ne publie qu'après sa mort en 1979, pour vous dire qu'il n'avait jamais changé d'idée entre les années 30 et la fin des années 70, et qu'il avait conscience que déclarer ce qu'il déclarait était comment dire, risquer sa vie. Hein, voilà. Et je suis bien placé pour le savoir que cet écrivain de renom et de grand talent, catholique et homosexuel militant, était tout sauf un taré et un délirant. Hein, voilà. C'est un auteur très respecté et qui n'est pas du tout considéré comme un taré d'extrême droite. Hein. C'est pour cela que je vous resitue la réalité par rapport aux catégories qu'on nous vend aujourd'hui. Voilà. Alors après, comme je vais finir sur une apothéose, je vais vous lire un poème de Jean Anouilh, dont je n'ai pas la date, qui à mon avis, compte tenu de son contenu, doit dater du début du moment de la défaite française et du début de l'occupation. Ce poème de Jean Anouilh s'appelle Le Rat. Alors, c'est une allégorie, hein, une sorte de fable de La Fontaine. Un rat sortait de l'opéra, plastron blanc et cravate noire. C'était un rat dont tout Paris savait l'histoire. On disait que pendant l'occupation des chats, il avait stocké du gruyère. Il était décoré pourtant de mine fière, mais de cette fierté incertaine des rats. Il est rare que ces gens-là aient la conscience tranquille. Portant beau, poils lustrés et ras ongles faits par les manucures, costume du meilleur tailleur, dès qu'il sort de l'égout et se fait place en ville, un rat à voiture et chauffeur, chevalière d'or, jolie fille. Cette race toujours inquiète a besoin pour se rassurer de s'entourer de beaux objets, l'illusionnant sur sa puissance. C'est un défaut qui tient au manque de naissance. Le chauffeur de mon rat, un gros chien du pays, décoré d'ailleurs, lui aussi, pour avoir combattu les chats héréditaires lors de la précédente guerre, acceptait ses hauteurs sans lui montrer les dents, tant le précise de l'argent est, hélas, puissant chez les bêtes. C'est un rat, disait-il, mais c'est un rat honnête, il en est. Et la preuve est qu'il est décoré. Ah mon Dieu, que les chiens sont bêtes. Pauvres niais abusés lisant journaux de rats, qui ne sauront jamais ce